Il s'agit d'une odyssée traversant plus d'un siècle de développement, révélant la face cachée et les défauts chroniques de nos 30 blindés russes et soviétiques, depuis les conceptions balbutiantes jusqu'aux monstres de la guerre froide. Notre inventaire des imperfections débute avec les premiers pas de l'Union soviétique. Le T-18, également désigné MS-1, bien qu'il fût le pionnier de l'industrie soviétique, souffrait de tardes jeunesse paralysantes. Sa suspension inadaptée provoquait un cabrage violent au démarrage et un plongeon prononcé au freinage. De plus, sa vitesse anémique et son armement indigent le rendaient incapable d'engager des cibles au-delà de 400 mètres, un défaut critique pour un char d'accompagnement. Le T-27, la tanquette miniature conçue pour la reconnaissance, s'est rapidement révélé être un cercueil d'acier. Son habitacle était si exigu que les équipages devaient être sélectionnés pour leur petite taille. Dépourvu de tourelles rotatives, il était incapable de réagir rapidement aux menaces latérales, tandis que sa mobilité s'effondrait dramatiquement dans la boue ou la neige profonde. Le T-37A, le premier char amphibie, payait sa flottabilité par une vulnérabilité extrême. Son blindage de papier ne le protégeait même pas des éclats d'obus, et sa conception bancale provoquait un déraillement chronique de ses chenilles lors des virages les plus simples sur la terre ferme. Le T-38, censé corriger les défauts de son prédécesseur, ne fit qu'empirer la situation nautique. Sa flottabilité était si précaire que la moindre vague ou manœuvre brusque dans l'eau entraînait le naufrage immédiat de la machine avec son équipage. Le T-40, ultime éclaireur amphibie d'avant-guerre, se révéla dramatiquement sous-armé. Ses mitrailleuses ne pouvaient égratigner aucun blindé moderne, le laissant totalement impuissant face aux Panzers allemands lors des premiers affrontements de 1941. Le T-60, né du désespoir de l'invasion, incarnait l'impasse technique. Son moteur à essence le transformait en torche roulante au moindre impact, tandis que son canon de 20 mm rebondissait inlassablement sur la carapace des chars moyens allemands. Le T-70 souffrait d'un défaut ergonomique fatal, sa tourelle monoplace. Le commandant devait simultanément diriger le char, repérer les ennemis, viser, charger et tirer, une surcharge cognitive qui paralysait l'efficacité du char dans le chaos du combat. Le T-80 léger de 1943 tenta d'ajouter une tourelle biplace au châssis existant, mais cette modification surchargea dramatiquement la suspension. Son moteur forcé, poussé au-delà de ses limites, tombait en panne avec une régularité désespérante. Le T-26, véritable bête de somme des années 1930, démontra rapidement les limites de sa conception. Sa vitesse maximale plafonnait à 30 km/h, et son blindage dérisoire devint une feuille de papier mortelle face aux canons anti-chars allemands lors de l'opération Barbarossa. Le BT-2 inaugura la lignée des chars rapides, mais son moteur capricieux et son système complexe de roulement sur roues ou chenilles s'avérèrent désastreux sur le terrain accidenté soviétique, tombant en panne au pire moment tactique. Le BT-5, évolution censée être plus mortelle, hérita d'un moteur d'avion hautement inflammable. En outre, son habitacle étriqué confinait l'équipage dans un espace étouffant, rendant les longues marches particulièrement éprouvantes. Le BT-7, l'aboutissement de la vitesse, payait sa vélocité par une fragilité extrême. Son blindage, en plus d'être fin, avait la fâcheuse tendance à se disloquer lors des impacts, tandis que ses chenilles perdaient souvent leur adhérence à haute vitesse. Tech. Le T-28, le char moyen à 3 tourelles, s'avéra être un monstre immaniable. La coordination du tir dans différentes directions relevait du miracle pour le commandant, et sa silhouette gigantesque attirait inévitablement tous les tirs anti-chars du champ de bataille. Le T-34-76, bien que mythique, cachait des défauts abyssaux. Sa tourelle exiguë, ses optiques opaques de très mauvaise qualité, l'absence cruelle de radio sur les premiers modèles et un acier si dur qu'il éclatait de l'intérieur lors des impacts non pénétrants en faisaient une machine brutale pour ses propres équipages. Le T-34-85 corrigea certains défauts, mais son blindage de caisse de 45 mm était désormais obsolètement mince face au canon de 88 mm. De plus, la suspension Christie archaïque dévorait un espace intérieur précieux qui aurait pu sauver des vies. Le T-44, la charnière vers la guerre froide, paya le prix de son profil révolutionnaire. En réduisant drastiquement la hauteur, les ingénieurs créèrent un habitacle d'une exiguïté terrifiante, couplé à des maladies infantiles de transmission qui immobilisaient fréquemment le char. Le T-54, malgré sa silhouette iconique, offrait une ergonomie cauchemardesque. Lors de tirs soutenus, le système d'extraction défaillant remplissait le compartiment de combat de gaz toxique, menaçant l'équipage d'asphyxie en plein affrontement. Examinons maintenant les monstres d'acier avec le T-35, le gigantesque cuirassé terrestre à 5 tourelles. Ce Léviathan s'est avéré être un désastre logistique, incapable de dépasser 12 km/h, et sa fiabilité était si calamiteuse que la majorité a été perdue sur panne mécanique en 1941 sans même combattre Poignus.
Le KV-1, le colosse qui terrifia les Allemands, était paralysé par son propre poids. Sa transmission sous-dimensionnée se brisait régulièrement sous l'effort des 45 tonnes, obligeant les pilotes à changer les vitesses à coups de masse. Le KV-2 constituait un summum de conception déséquilibrée. Sa tourelle démesurément haute déplaçait le centre de gravité si haut qu'il menaçait de basculer, et le mécanisme de rotation était incapable de tourner l'obusier géant si le véhicule ne se trouvait pas sur une surface parfaitement plane. Le KV-1S, tentative désespérée de redonner de la mobilité au monstre, sacrifia son blindage de manière drastique. Tragiquement, son canon de 76 mm se révéla soudainement totalement impuissant face aux nouveaux Tigres et Panthers allemands. Le KV-85 fut un expédient maladroit, plaquant une nouvelle tourelle sur un châssis obsolète. Ce mariage forcé réduisit l'espace de combat à néant et limita l'emport de munitions à une quantité si faible que le char devait se retirer constamment pour se ravitailler. LIS-1, premier des chars Staline, naquit déjà dépassé. Son canon de 85 mm, suffisant pour les chars moyens, ne procurait pas la puissance de destruction massive requise pour briser les fortifications et les blindages lourds de la fin du conflit. LIS-2, bien qu'il fût le briseur de lignes ultimes, souffrait d'une cadence de tir famélique à cause de ses munitions en 2 fardeaux. L'absence de trappe pour le conducteur condamnait souvent ce dernier à une mort certaine en cas d'incendie, et son emport misérable de 28 obus limitait cruellement son endurance tactique. LIS-3 s'est révélé être un géant aux pieds d'argile. Son blindage frontal en bec de brochet souffrait de soudure médiocre qui se fissurait sous les simples vibrations de la route, tandis que son moteur défaillant en fit un fardeau perpétuel pour les mécaniciens. LIS-4, l'ultime bastion des chars ultra-lourds, s'effondra sous sa propre masse. Ses 60 tonnes détruisaient les ponts soviétiques et le rendaient incroyablement pâteau, condamnant ce char quasiment invulnérable à une retraite prématurée et sans gloire. Passons aux chars de bataille principaux avec le T-62. Conçu pour introduire le canon à âme lisse, il apporta un système d'éjection des douilles notoirement dangereux, qui éjectait de l'acier brûlant de manière erratique, risquant de blesser l'équipage à chaque tir. Le T-64, merveille technologique, était entaché d'une fiabilité désastreuse. Son nouveau moteur était un cauchemar à entretenir, et sa suspension ultra-légère avait la fâcheuse tendance à perdre ses chenilles lors de manœuvres brusques. Le T-72 abritait un défaut de conception catastrophique. Son carrousel de chargement automatique stockait les obus directement sous les pieds de l'équipage. La moindre pénétration provoquait l'explosion instantanée des munitions, vaporisant l'équipage et arrachant la tourelle dans une boule de feu. Concluons avec le T-80, la réponse finale de la guerre froide. Doté d'un moteur à turbine à gaz, il engloutissait le carburant à une vitesse alarmante, réduisant son autonomie à néant. Sa maintenance complexe en fit un fardeau financier insoutenable pour l'armée soviétique déclinante.